Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de La Base. Déjà, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos partages. La précédente avec le commandant de bord et sa fille hôtesse de l'air a bien marché. Vous étiez plusieurs millions à regarder cette vidéo, donc vraiment un grand merci à tous. J'espère que les prochaines émissions vous plairont et il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, quelqu'un que vous connaissez bien, qui est à mon avis est un visage familier, c'est Pierre Ménès. Bonjour Pierre, merci d'être avec nous dans La Base. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais ça m'étonnerait, c'est l'un des journalistes et chroniqueurs sportifs les plus connus en France. Il s'est fait remarquer pour son franc-parler et son ton assez provocateur qui ont marqué les émissions de foot pendant plus de 15 ans, notamment sur Canal+, où il était la figure emblématique du Canal Football Club, présenté par Hervé Matou. Il commentait sans filtre les matchs, les joueurs et le monde du football en général. Côté perso, Pierre a traversé quelques épreuves, qu'elles soient de santé d'abord, qui l'ont éloigné des plateaux pendant un certain temps, puisqu'en 2016, il a subi une double greffe foie et rein. On en parlera avec lui dans un instant. Mais il a également connu des ennuis avec la justice, puisqu'il a été accusé plusieurs fois d'agression sexuelle. Il a été condamné pour l'une d'entre elles. Pareil, on en parlera avec lui, on évoquera tous les sujets, et si d'ailleurs vous avez des commentaires, des questions, des remarques, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Pierre Ménès, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui est sans langue de bois, que ce soit sur les sujets d'actualité ou sur le foot, et j'espère qu'aujourd'hui, il n'aura pas de langue de bois dans La Base. Ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Alors Pierre, c'est pas vous faire offense que dire que vous avez 62 ans. Non, surtout que c'était il y a 2 jours. 3 jours. Joyeux anniversaire alors. Merci. Joyeux anniversaire. 62 ans avec une carrière de plusieurs décennies. Qu'est-ce que vous retenez de cette carrière? Quel est le souvenir qui vous a le plus marqué? Je dirais que c'est en 2 phases. Il y a les 21 ans à l'équipe, où j'ai évidemment fait les plus grands stades et les plus beaux matchs du monde. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'arrivais sur un stade, je me disais, je suis donc payé pour voir des matchs que des mecs ont payé des milliers d'euros. Voilà, donc j'avais toujours ça très présent à l'esprit. Vous avez commencé votre carrière à l'équipe? Ouais, et à 21 ans, j'en suis parti à 42. Et puis la deuxième phase de ma carrière, c'est la télé, avec 4 ans à M6 et 11 ans à Canal. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu, la presse écrite à l'équipe ou la télé avec Estelle Denis ou Hervé Matou plus tard? La télé, parce que je pense que j'étais bien meilleur à la télé qu'à l'écrit. J'ai jamais eu de grandes prétentions en termes de qualité de plume. Voilà, je trouvais ce que je faisais assez basique. Alors que je dois avouer que je kiffais bien ma façon d'être en plateau. Et c'est quoi qui a fait votre force? C'est votre franc-parler, vos coups de gueule à l'antenne, ou votre personnage qui transperçait plus peut-être à l'antenne que sur des papiers en presse écrite? Oui, ça c'est sûr. Je dirais que j'avais un bon cocktail de compétences. C'est quand même très important, parce que tu peux pas durer 15 ans à la télé à fracasser les mecs en disant que des conneries. C'est quand même très compliqué, même s'il m'est arrivé d'en dire, bien sûr. Donc la compétence... Quelle connerie vous avez dite? Un jour, j'ai taillé un mec qui n'avait pas joué. Comment c'est possible, ça? Hein? Comment c'est possible, ça? C'était qui, d'ailleurs? C'était Sangaré de Toulouse. Tu sais, à la fin des matchs, je faisais un top flop, et je l'avais mis en flop parce que je l'avais pas vu. Je risquais pas de le voir, il n'avait pas joué. Il n'avait pas joué. Et en fait, ce jour-là, j'avais 42 fièvres, et si tu veux, je consultais les gens de l'équipe pour faire mes top flops, et quand j'ai dit que j'allais le mettre, personne ne m'a contredit. Parce que les mecs, ils devaient pas écouter, de toute façon, c'était un match de merde, et voilà. Bon, voilà, ça a fait un bon buzz, en fait. Mais c'était aussi votre marque de fabrique d'être un peu rentre-dedans à l'antenne. Vous avez eu plusieurs clashs, on en parlera. Il y avait la compétence, le fait d'être rentre-dedans et l'humour. Je pense que j'avais ce bon cocktail que beaucoup de gens n'ont pas. Il y a des gens aujourd'hui qui font un peu du Pierre Ménès à la télé. Qui, par exemple? Latour. Bertrand Latour. Bertrand Latour, qui m'a pas remplacé. Qui était sur Canal+ cette saison. Voilà. Je m'intéresse pas. Je sens qu'il y a un petit truc avec Bertrand Latour qui... pas du tout. Non, pas du tout. Non, il y a rien du tout. Il y a rien, quoi. Voilà. On se connaît. Mais quoi, vous le trouvez mauvais? Non, non, il a le côté cinglant que je pouvais avoir, mais il n'a pas du tout l'humour, par exemple. Il y a d'autres journalistes sportifs qui font du Pierre Ménès, à part Bertrand Latour? Oui, il y en a plein, l'équipe TV,
sur RMC, voilà, il y en a plein qui essayent de faire comme moi, mais ils n'ont pas ce côté déconne en plus, quoi. Il y en a qui sont extrêmement compétents. Daniel Riolo fait absolument pas du Pierre Ménès, mais Daniel est très très pointu en termes de foot, mais absolument pas drôle. Et en plus, il cherche pas à être drôle. Et parmi les journalistes sportifs que vous voyez à la télévision ou même que vous écoutez en radio, lequel, selon vous, est le plus brillant aujourd'hui ? Alors c'est très personnel. Pour moi, le plus brillant de tous, c'est Frédéric Verdier, qui commente le tennis, qui a commenté la finale sur France Télé. Sur France Télé, ouais. Pour moi, c'est le GOAT du commentaire. Un match de tennis commenté par Fred Verdier, c'est le top. Pierre, vous avez traversé plusieurs épreuves, alors de santé, on en parlera dans un instant, de justice, avec la justice plutôt, on en parlera aussi. D'ailleurs, on sera avec Sarah Barouk, qui est une activiste, écrivaine, féministe. Alors je sais pas si elle aime qu'on... non mais en tout cas, elle est passionnée par les sujets qu'elle essaye de mettre en avant, notamment les violences faites aux femmes, etc. Et elle viendra face à vous pour parler de ce qui vous est arrivé. On se posera la question, est-ce facile de draguer en 2025 ? Peut-on encore draguer en 2025 ? C'est la question qu'on se posera dans un instant, donc restez avec nous, il y aura un petit débat entre Pierre et Sarah là-dessus. D'abord, on va rester sur votre carrière, Pierre, et vous m'avez dit que votre carrière était donc bien divisée entre la presse écrite à l'équipe et la télé sur Canal et sur M6, mais quel était le plus beau souvenir que vous gardez de ces décennies de carrière ? Mon retour au Canal Football Club après 7 mois de maladie. C'était... La renaissance. Ouais, mon rebirth, comme je l'ai appelé. C'était parce que j'ai été greffé le 12 décembre 2016. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit au médecin, je serai à l'antenne dans 3 mois. Et les gens, ils ont fait... Et j'ai été 3 mois et demi après. Alors on va parler maintenant du coup de vos problèmes de santé, puisque vous venez de l'évoquer. Donc vous avez eu une cirrhose non alcoolique surnommée la maladie du soda. Qui a gravement détérioré votre foie et vos reins. Première question, comment ça va aujourd'hui ? Juste avant notre interview, j'avais rendez-vous, une visite de contrôle avec mon néphrologue. Il était très content des analyses de sang. Ça va bien. Au niveau de mes greffes, ça va bien. C'est le genou qui est en train de me lâcher. Mais bon, ça, c'est quelque chose de plus normal à mon âge. Moi, j'ai eu donc cette cirrhose non alcoolique à 53 ans, et ce qui était terrible pour ma maman, c'est que mon père a eu un cancer du foie qui a été malheureusement définitif à 53 ans. Donc pour ma mère, la juxtaposition c'est tout de suite dit, des choses était terrible. Vous aussi, vous avez dû y penser ? Bien sûr. Et est-ce que vous êtes vu mourir ? Oui, je me suis vu mourir. De toute façon, quand j'ai été greffé, il me restait 3 jours à vivre. C'est les médecins qui vous ont dit... Après. C'est-à-dire que après l'opération, tous les toubibs, ils ont été 4 à m'opérer. Une chirurgienne espagnole, un Brésilien et un Libanais. Et les 3, à chaque fois qu'ils venaient, ils étaient contents. Je dis, mais comment ils font 200 greffes du foie par an à Beaujon, c'est pas possible qu'ils soient contents à chaque fois. Et non, en fait, ils m'ont dit après qu'ils étaient très très inquiets quand je suis monté en salle, parce que bon, tu as une veine qui relie le foie au cerveau, et il faut que cette veine ne soit pas obstruée, il faut qu'il y ait ce qu'ils appellent un puits de lumière, et moi, on était à l'extrême limite, quoi. Ils m'ont dit que quand je suis monté au bloc, il me restait 3 jours à vivre. Donc vous êtes senti mourir, en fait ? Je sentais que j'étais en train de m'éteindre comme une bougie, au fond d'un chandelier. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ? Vous pensez à vos proches, à votre femme ? Est-ce que vous dites c'est terminé, ou vous dites non, je vais déjouer les pronostics et je vais me battre ? Je me suis toujours battu. Donc, et le problème, c'est que se battre, quand tu es greffé, c'est qu'il faut que tu aies les greffons. Moi, j'ai été premier sur la liste en Île-de-France le mi-octobre. Et on m'a dit, ne coupez plus votre téléphone, parce que là, vous savez, il va y avoir le week-end du 1er novembre, et il y a beaucoup de morts sur les routes. Et là, tu te retrouves comme un con, à plus couper ton téléphone. Encore aujourd'hui, je ne coupe plus mon téléphone la nuit. Tu te retrouves comme un con, à attendre la mort de quelqu'un pour survivre. C'est extrêmement désagréable. Comment vous le vivez psychologiquement, ça ?
Bah, à ce moment-là... Est-ce qu'on est égoïste, on se dit j'espère que quelqu'un va mourir? Non, jamais. Mais c'est... à ce moment-là, oui, quand on m'a dit il faut pas couper ton téléphone parce que le week-end est fertile, ouais, ça m'a vraiment gêné. Après, de toute façon, mon état de santé se dégradait tellement que j'avais même plus la force de réfléchir à ça, quoi, tu vois. Et vous l'avez eu, ce coup de fil? Oui, le dimanche à 4h30 du matin. Je pense que Mélissa, qui est devenue ma femme depuis, m'a habillé, m'a mis en jogging en peut-être 30 secondes. C'est un truc de fou. Le SAMU est arrivé. Les mecs dans le SAMU, ils m'ont parlé de foot. Et en allant à l'hôpital, j'ai perdu connaissance. Alors, je ne sais pas si j'ai lâché prise du fait d'être soulagé. Vous avez dit ça y est. Ou si je suis tombé dans le coma du fait de mon état. Et quelle est votre première réaction quand vous avez eu ce coup de fil, quand elle vous met le jogging et que le SAMU vient vous chercher, vous dites c'est bon? Je me dis je vais peut-être mourir. Ah. Je me dis que je vais peut-être mourir. Alors que paradoxalement, vous avez trouvé la solution. Oui, mais parce que une greffe du foie et du rein, c'est quand même pas... C'est costaud. Tu vois, c'est pas une appendicite, on t'enlève pas un cure-dent, quoi, tu vois. Et je me dis, je vais peut-être y rester, quoi. Et je me souviens, quand je me suis réveillé, que mon fils était là, et la première chose que je lui ai dit, c'est « je suis vivant ». C'était une période très dure. D'ailleurs, si tu retrouves les interviews que j'ai données sur mon lit d'hôpital à RTL et à Europe 1, ma voix est méconnaissable. J'avais perdu la voix et j'avais même perdu la niaque. J'avais perdu mon humour. Ça m'a un peu inquiété. Dans les semaines d'après, je me dis, mais peut-être que cette opération m'a définitivement changé et que je ne pourrais plus redevenir le mec que j'étais avant. Puis finalement, c'est revenu. Je pense que j'avais suffisamment de doses de conneries en moi pour... Et votre femme, votre fils, ils étaient préparés à vous voir partir? Est-ce qu'ils vous en ont parlé de ça ou c'était un sujet un peu tabou? Mon fils, il était un peu dans le déni de tout ça. Ma femme, elle a été... j'ai pas de mots pour dire... Exemplaire. Oui, c'est même pas exemplaire. Ma femme, elle n'a jamais pleuré pendant toute cette période. Que Mélissa, elle a 24 ans de moins que moi. Donc je te laisse imaginer une femme métisse, 24 ans de moins, ce que disent les gens, elle est là pour son pognon, c'est pas possible, aussi gros, aussi moche qu'il ait une femme comme ça. Et comment vous l'avez vécu ça d'ailleurs? Ces remarques-là, j'en ai rien à foutre. Alors tu sais, d'une manière générale, ce que pensent les gens, j'en ai rien à foutre. Puis, ma femme, je l'ai vue à l'œuvre. J'ai dit, ma femme, elle me nourrissait, elle dormait plus la nuit parce que j'avais des crampes toutes les nuits. Elle s'occupait de moi, elle me torchait. Mais il y a pas un moment où vous dites peut-être ces commentaires, peut-être qu'il y en a un qui a raison. Vous regardez dans la glace, vous dites peut-être qu'en fait elle mérite mieux que moi. Est-ce que ça vous a pas jamais traversé l'esprit ça? Ou vous avez toujours eu confiance en votre femme Mélissa? J'ai dû avoir cette fatuité de jamais penser à ça. Ouais. Je pense qu'avec cette épreuve terrible qu'on a vécue ensemble, j'ai eu la preuve absolue de son amour sincère. Et d'ailleurs, derrière, avec les emmerdes que j'ai eues, elle n'a pas bougé non plus. Elle m'a toujours soutenu. Donc voilà, On va parler des fameuses emmerdes dans un instant, parce que Pierre Ménès a été accusé de plusieurs agressions sexuelles, condamné pour l'une d'entre elles. On va en parler avec lui dans un instant. Et puis dans un instant, on aura également Sarah Barouk, qui est donc féministe, activiste, écrivaine, qui veut parler à Pierre, veut débattre avec lui. Et on se posera la question s'il est possible de draguer encore en 2025. Est-ce que c'est pas risqué de draguer aujourd'hui en société en 2025? Les deux ont un avis divergent et ils viendront Sarah viendra dans ce fauteuil d'ailleurs pour en débattre avec lui dans un instant. Mais d'ailleurs, Pierre, je voulais revenir un petit peu sur votre carrière parce que c'est vrai que vos soucis de santé ont été tellement prépondérants ces dernières années qu'on était obligé d'en parler. Mais la télévision, le journalisme sportif, le milieu dans lequel vous avez baigné pendant des années est un métier très compliqué. Pour vous, c'est un métier de faux cul? Il y a de tout, mais il y a beaucoup de faux cul. Les faux culs, tu les as jaugés justement quand mes ennuis sont arrivés. Et que finalement, presque tout le monde m'a laissé tomber. Alors, je peux comprendre parce que j'étais au sommet. J'étais le chroniqueur numéro 1 de l'émission de foot numéro 1. Donc évidemment, tous ceux qui étaient en dessous, ils rêvaient d'un truc, c'était de me piquer ma place. Donc... Ça vous a fait mal de vous sentir
Parfois. pas Il soutenu. y a beaucoup de choses qui m'ont fait mal dans cette période. Aujourd'hui, c'est complètement passé. Ouais. Mais oui, ça a été une grande souffrance. Ça, c'est moi qui le dis, mais une grande injustice aussi. Bah on va en parler dans quelques minutes. Vous étiez donc chroniqueur sur Canal+. Est-ce que vous étiez heureux avant vos problèmes, est-ce que c'était un métier qui vous plaisait d'être sur le plateau, à commenter les matchs? Oui. Est-ce que c'était bien payé Oui. sur Canal+? Oui, c'était bien payé, oui. C'était payé en salaire 100 000 euros. Combien? 100 000 euros par an, plus des droits d'image qui étaient 120, 130 000. Donc vous étiez à peu près à 20 000 euros par mois. C'était justifié? Bon. Non, mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux commentaires, ceux qui disent c'est énorme pour donner son avis sur le foot, prendre 20 000 euros par mois? C'est pas pour faire le faux démago, hein, mais je veux savoir ce que vous voudrez répondre à ces commentaires. À une époque, je gagnais beaucoup plus, parce que j'étais sous contrat avec Unibet, j'avais le jeu FIFA. Alors justement, le jeu FIFA, vous étiez la voix officielle du jeu vidéo FIFA. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est un jeu vidéo de football qui est très réaliste, dans lequel on peut s'affronter entre potes ou avec des gens en ligne. On prend une petite équipe et on joue. Et donc vous étiez commentateur officiel avec Franck Sauzet, c'est ça? Non, avec Hervé Matou. Avec Hervé Matou, pardon. Avec Hervé Matou. Vous avez remplacé Franck Sauzet. Est-ce que ça, c'est pas une activité qui vous manque aujourd'hui? Parce que la télévision, ok, ça s'est arrêté, mais vous aviez plein d'activités annexes comme Unibet, vous étiez l'ambassadeur, et donc qui dit ambassadeur, bon, on dit ça gagne quand même pas mal de sous, surtout sur les sites de paris sportifs. Le jeu vidéo, FIFA, aussi c'est des choses qui apportent beaucoup de sous quand même. Mais qu'est-ce qui me manque, tu veux dire? L'argent? L'argent et l'argent, ça me manque, oui, parce qu'évidemment, aujourd'hui, j'ai plus rien. Donc, aujourd'hui, c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué, parce que j'ai quand même beaucoup cotisé, et que je vais avoir une belle retraite. Mais voilà, quoi. C'est quoi une belle retraite? 5 000, 4 500. Oui, mais quand on gagnait 20, 30, 40 000 euros par mois? On se démerde, on a mis un peu d'argent de côté, voilà, quoi. Ce que je fasse. C'était bien payé, FIFA? Ouais. C'était 15 jours de boule. Ouais, 15 jours, 3 semaines d'enregistrement. Un cauchemar. Hein. Une pièce qui faisait 4 fois la table, un écran d'ordinateur et des phrases à lire pendant des jours entiers. Oui, c'est les noms des joueurs. Non, c'était très gratifiant le résultat, le rendu à la fin. Mais à faire, c'était un cauchemar. Quand vous dites bien payé? Avec le contrat d'ambassadeur du jeu, c'était 80 000 balles par an. Ah oui, donc si on ajoute Unibet, le jeu vidéo, le Canal+, les droits d'image... Ouais, ça fait 500 000, ouais. 500 000 euros par an. Lorsque vos ennuis de santé puis judiciaires arrivent, que vous perdez tout, comment vous faites? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que je vais devoir me réhabituer à un train de vie qui sera plus jamais le même? Est-ce que je vais me battre pour retrouver ce train de vie-là? Me battre de quoi? Je suis devenu un pestiféré dans le milieu. Depuis 4 ans, j'ai pas reçu un coup de fil du milieu. Pas un. Pas une proposition. Rien. Donc, je veux bien me battre, mais je veux me battre contre qui et je veux me battre avec quoi? J'ai rien. Voilà, maintenant, j'ai fait ma petite chaîne YouTube qui me rapporte rien du tout. Me rapporte, 1000 balles par mois, quoi, tu vois. Ma retraite, ma pension d'invalidité que je touche tant que je ne suis pas à la retraite, et puis voilà, quoi. Et ce changement de vie, d'entrée financière, chaque mois, comment vous le vivez aujourd'hui? Est-ce que vous entrez pas dans une phase un peu dépressive? Non, la dépression, je l'ai faite avant et pas pour ça. La dépression, je l'ai faite parce qu'à un moment donné, il y a eu les accusations de Canal+, puis après les autres accusations avec le procès, et là, c'était trop, quoi. Alors justement, on va en parler. Donc en 2021, votre nom a été au cœur de polémiques très importantes après la diffusion du documentaire de Marie Portolano, qui est une journaliste sportive. Je ne suis pas une salope, je suis journaliste. On vous a accusé d'avoir soulevé la jupe de Marie Portolano en 2016 et d'avoir embrassé sans consentement 2 autres journalistes du plateau du Canal Football Club, Isabelle Moreau et Francesca Antoniotti. Personne ne m'a accusé de ça, hein. Ça avait été fait à la télé. Légalement, oui, mais il y a des extraits qui sont ressortis. Oui, mais les extraits qui sont ressortis jusqu'au documentaire de Portolano,
On n'en avait pas entendu parler. Ça passait crème comme une lettre à la poste. Dans la foulée, Canal+ a mis un terme à votre collaboration et ça a déclenché un vaste débat dans les médias sur les comportements qui ont été qualifiés de beaufs. D'ailleurs, première question, est-ce que vous comprenez ceux qui disent que vous avez un comportement de beauf ? Je pense qu'on est tous le beauf de quelqu'un et je pense que... Oui, ça dépend, c'est toujours pareil. Moi, je fais des vannes. Je vanne les gens. Mais soulever la jupe de Marie Portolano, c'est une vanne ? Mais moi, je ne sais pas si je l'ai fait. Hein. Encore une fois, encore aujourd'hui. Vous dites que vous vous en souvenez pas ? Non, je m'en souviens pas parce qu'il faut bien comprendre que ça se passe le 26 août 2016, qui est donc la dernière émission que j'ai été en état de faire avant de partir 7 mois en maladie. Et que 15 jours avant cette émission, je suis tombé dans le coma à la Baule. Ma mère m'a retrouvé endormi sur les toilettes parce que je faisais des encéphalopathies à répétition. Pareil, l'encéphalopathie, c'est la veine qui va directement du foie au rein. Et à un moment donné, quand ça fonctionne plus, tu peux avoir un comportement incohérent, tu peux tomber dans le coma, ce qui m'est arrivé, tu peux ne te souvenir de rien. Donc, quand Marie Portolano me convie à son interview pour la place des femmes dans le journalisme sportif, moi j'y vais en toute candeur, puisque j'ai été le premier à faire une émission de foot, de talk-show de foot avec que des filles. Donc je me dis, c'est pour ça qu'elle m'invite, puis parce qu'elle a travaillé avec moi, quoi. Et là, elle me sort... Tu te souviens que tu m'as soulevé la jupe ? Et là, d'ailleurs ça se voit, il suffit de voir les images, moi je suis stupéfait, quoi. D'abord parce que ça ne me ressemble pas, puis je ne sais pas quand elle me parle. Quand je connais la date... Mais vous répondez quoi à tous ceux qui disent Pierre Ménès utilise sa santé, ses soucis de santé, pour mettre de côté ce geste déplacé qui aurait pu avoir lieu... En tout cas, que Marie Portolano J'aurais bien dit avoir aimé vécu. avoir l'excuse de pouvoir utiliser ma santé à ce moment-là, hein. Très franchement. Donc c'est pas une excuse. Ah non, vous en souvenez vraiment pas. Ah mais je me souviens pas que Griezmann était l'invité. Pourtant Griezmann c'était déjà un invité très prestigieux pour nous. Je ne me souviens pas que je ne suis pas resté pour le débrief. C'était PSG Monaco. Moi je ne me souviens pas que je suis parti à 21h. Et je me souviens surtout pas que Mélissa, qui ne me le faisait jamais, m'avait accompagné, m'a ramené. C'est-à-dire que le seul jour où j'aurais trouvé l'idée de soulever la jupe de Marie, c'est le jour où ma femme était là. Voilà. Et donc il y a un trou noir de ce jour-là, en fait. Ah oui, mais je me souviens de rien de l'émission. C'est même pas que je me souviens pas de l'incident. Mais est-ce que ça vous ressemblerait d'avoir un geste comme ça ? Est-ce que vous voyez, il y a quelques années, pouvoir lever la jupe en rigolant Même en rigolant, j'ai jamais soulevé la jupe de ma femme non plus, donc... Alors qu'elle, si je lui soulevais la jupe, elle ne gueulerait pas. Non, non, justement, ça ne me ressemble pas. Faire une vanne salace à une femme, oui, ça me ressemble. Oui. Je ne les fais plus maintenant, hein, parce que j'ai un peu payé pour apprendre. Mais bon, des vannes salaces, j'en faisais aux mecs, j'en faisais aux nanas, mais je ne faisais pas de différence. Pour moi, c'est justement, c'est une question de respect. C'est traiter une femme comme un homme, c'est pareil. Donc, vous vous considérez comme un homme très respectueux envers les femmes ? Oh oui. 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 Alors peut-être parfois trop, enfin pas trop, j'ai dit respectueux, j'ai compris affectueux. C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez tactile. Et je me souviens que les hôtesses, parce qu'il y a des hôtesses au Canal Football Club, avaient d'excellents rapports avec moi. Il y en a plein avec qui j'ai encore contact d'ailleurs, qui sont pourtant toutes très jolies et beaucoup plus jeunes que moi. Il y en a plein avec qui j'ai contact encore. Et elle me disait, mais t'es le seul à venir nous dire bonjour, à nous faire la bise. Oui, mais il y a tactile et tactile. Oui. Il y a tactile, mettre une petite main sur l'épaule, bonjour, comment tu vas, et soulever une jupe. C'est pour ça que je te rappelle que moi j'ai été condamné à 2 mois avec sursis. Alors vous avez été condamné à 2 mois avec sursis, pour ceux qui ne le savent pas, 2 mois de prison avec sursis, dans une affaire qui a eu lieu en 2018. Vous étiez accusé d'avoir attouché une vendeuse de la boutique Nike des Champs-Élysées le 18 juin 2018, et vous l'auriez dit, je viens pas pour acheter des choses, mais pour la beauté des vendeuses. Et donc il y avait 3 affaires, vous avez été relaxé dans 2 affaires et condamné dans celle-ci à donc 2 mois de prison avec sursis. Donc pour avoir enlacé des mains. Elle dit que vous avez placé la main sur son sein.
Pour ça, j'ai été relaxé. Parce qu'elle a dit, il y en a une qui a dit que je vais toucher les fesses, une qui a dit que j'avais touché les seins et que j'avais frotté mon sexe contre elle. Tout ça. Parce qu'il n'y avait pas cette preuve. Innocenté. Il n'y avait pas de preuve. Il n'y avait même pas de preuve. J'ai été condamné à 2 mois avec sursis pour avoir enlacé mes mains comme ça. Donc elles ont sur menti. la foi d'une vidéo qui a été détruite par le parquet et qu'on n'a même pas pu voir au procès. Mais bon, Mais entre Marie Portolano, ses vendeuses, etc. C'est quoi ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et donc c'est quoi c'est un acharnement ou c'est peut-être vous qui n'avez pas forcément calculé les gestes que vous aviez envers les femmes? Moi, quand mon avocat m'appelle pour me dire qu'est-ce que t'as foutu au Parc des Princes à PSG Nantes, je dis de quoi tu parles? Il avait été prévenu par 2 journalistes. Quand même, pour vous expliquer comment fonctionne la justice aujourd'hui en France, c'est-à-dire que c'est les journalistes qui sont au courant avant vous de ce qu'on vous reproche. Il dit, tu as touché le sein d'une hôtesse au Parc des Princes. Je dis, mais jamais, jamais. Et je sais que je vais être en garde à vue. J'arrive avec 6 témoins, c'est-à-dire les 6 personnes qui étaient avec moi au stade ce jour-là. Tu penses bien que s'il y a un endroit en France où il y a le plus de caméras au monde, c'est le Parc des Princes. Jamais sur les caméras on ne me voit m'approcher de cette hôtesse. Qui en plus avait dit, oui, elles étaient en binôme, elles allaient toujours par 2. Elle dit, il m'a touché le sein, ma collègue l'a vu, elle a mimé la scène en étant choquée. Sauf que quand on a demandé à l'hôtesse, elle dit, mais j'ai rien vu, moi, sinon je serais intervenu. Donc tout ça, c'est... Et à l'arrivée, la procureure réclame 8 mois, 10 000 euros d'amende, le fichage des délinquants sexuels. Je précise aujourd'hui que vous n'êtes pas inscrit dans ce fichier. Non, j'ai pas eu d'amende, je suis pas inéligible, je suis rien, quoi. Mais Pierre... Le juge l'a dit, j'ai pris le minimum. Ici, c'est pas un tribunal. La base, moi, je vous pose des questions. Moi, ce que j'ai envie de savoir, ici, on pose les questions de base. Et moi, je suis comme ceux qui regardent peut-être cette émission. On se pose la question... l'hôtesse au Parc des Princes, la vendeuse chez Nike, Marie Portolano. Est-ce que c'est des maladresses, des gestes beaufs, des vannes mal comprises parce que j'imagine bien que vous vous considérez pas comme un agresseur sexuel. Non, mais où est-ce que c'est du flan? Parce que l'hôtesse du Parc des Princes qui m'accuse de lui avoir touché le sein, c'est du flan. Alors t'as les gens qui me disent, mais pourquoi vous n'avez pas fait appel? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui me disent, ferme ta gueule, t'es condamné. Pourquoi j'ai pas fait appel? Parce que le procès, il a eu lieu 3 jours après la mort de ma maman. 3 jours. Que j'y suis allé avec des béquilles, on avait aussi dit que je voulais apitoyer le jury. J'ai été amputé de 3 orteils du pied droit. J'avais pas la force de revivre ça. J'avais pas la force. J'avais déjà prévu, puisqu'avant la mort de ma mère, il était prévu qu'on quitte Paris pour vivre à La Baule avec Mélissa. J'avais pas la force de repartir au combat pour 2 mois avec sursis ou pas 2 mois ou une relax. Voilà. Oui, mais vous imaginez bien qu'il y aura toujours des gens pour vous dire oui, il remet ça sur sa santé, il joue le fait pour qu'on s'apitoie sur son sort, vous venez de le dire. Est-ce qu'à un moment, vous dites pas oui, peut-être que j'ai des comportements qui sont déplacés envers les femmes? Non, vous maintenez... Des comportements, non. Des mots, oui. Des mots, oui. De toute façon, c'est ce qui est ressorti de l'enquête. Des vannes. De l'enquête. Des blagues. Les reproches qu'on me fait, c'est des vannes. C'est juste ça. Jusqu'à preuve du contraire, faire des vannes que tu juges mauvaises, c'est pas un truc qui te conduit à un licenciement ou qui doit te provoquer des problèmes judiciaires. Et donc, c'est quoi le problème? C'est l'époque ou c'est vous? À l'époque, tu sais, moi j'ai été biberonné à la télé avec Django Edwards qui viole quasiment Sophie Favier sur le plateau de Chavannes, ou Rocco Siffredi. Avec Cécile de Minibus, mais bon, tout ça, ce ne sont pas des exemples. Aujourd'hui, quand on voit les vidéos, on est choqué. Ce ne sont pas des exemples, mais à l'époque, il n'y avait pas eu... Moi, quand j'embrasse Isabelle Moreau pour la 100e du CFC, faut savoir, et c'est d'ailleurs la police qui m'a donné cette information. Elle me dit, l'équipe du Canal+ voulait en faire, du Canal Football Club voulait en faire une suite. Donc, à l'époque, ça passe crème. Donc, si je comprends bien, c'est l'époque, en fait, le problème. Le public applaudit, les gens sont hilars. Et moi, je suis très étonné qu'on s'embrasse sur la bouche. Parce que je lui offre des fleurs, quand même pas...
Guillaume m'a demandé si j'avais fait une note de frais pour le bouquet d'ailleurs. Je lui offre des fleurs et elle vient pour m'embrasser. Moi, je viens pour l'embrasser et nos lèvres rentrent en contact. Mais je suis pas l'instigateur de ça. Enfin, je dis pas que c'est elle non plus, hein. Mais je dis que je l'ai pas voulu. Alors peut-être qu'elle l'a pris comme tel. Visiblement, elle l'a pris comme tel. Mais moi, c'est pas du tout le baiser avec Francesca. Avec Francesca. Ça, c'est de la merde. C'est une connerie que j'assume, que j'aurais pas dû faire. Mais bon, Francesca. Vous l'avez appelée pour vous excuser? Oui, non, puis Francesca, c'était une vraie copine. On sortait en boîte ensemble. Elle sortait avec Mélissa. Vous imaginez pas qu'on peut pas embrasser comme ça quelqu'un, même si c'est sa copine, non, mais bon, son amie la vie tous les jours. On avait des vrais rapports beaucoup plus fusionnel qu'avec Isabelle Moreau. Fusionnel qu'avec Isabelle. Mais ça n'excuse pas d'embrasser de force. Ça n'excuse pas. C'est de la merde. Donc si vous répondez encore une fois, à l'époque. Donc sans langue de bois, Pierre, parce que vous êtes pas. Ça fait pas une demi-ligne le lendemain. Oui, mais Pierre, vous n'êtes pas langue de bois et je veux avoir une réponse claire et nette là-dessus, sans longue phrase. Le problème, c'est l'époque ou le problème, c'est Pierre Ménès? Moi, je dirais que c'est l'époque. Quoi, on n'accepte plus aujourd'hui ce qu'on pouvait accepter avant? On n'accepte plus rien aujourd'hui. On est dans un monde qui est totalement aseptisé et surtout, on est dans un monde où dès qu'une femme l'ouvre, elle a forcément raison. Ah. On remet jamais sa parole en cause. Moi, je vois parce que je m'étais à peu près relevé de l'histoire Canal avec ma plateforme que j'avais. Et là, l'hôtesse, elle m'a tué. Elle m'a tué. Et pourtant, c'est de la merde ce qu'elle a dit. C'est faux. Alors, problème de la société. Au point auquel que j'ai pensé que c'était un complot. Et qu'il fallait que quelqu'un m'achève. Ah, vous avez cru que c'était un complot? Moi. Je crois encore que c'est un complot. Mais un complot de qui? Je ne sais pas. Quelqu'un qui avait intérêt à m'achever. Mais qui? Pourquoi? Quelqu'un à qui je faisais de l'ombre. Vous dérangiez quelqu'un dans le milieu? Ah, je pense que je dérangeais plus que quelqu'un. Oui, je pense que j'étais pas forcément très apprécié parce que effectivement, quand j'avais envie de dire merde à quelqu'un, je lui disais merde. Mais donc cette personne aurait comploté avec Marie Portolano, avec la vendeuse de chez Nike, avec l'hôtesse du PSG, avec Isabelle Moreau, Francesca Antoniotti? C'est quand même curieux que les deux hôtesses de la boutique Nike aient porté plainte le même jour. C'est quand même extrêmement curieux. Mais vous pensez à qui? Parce que si vous dites que c'est un complot, c'est que vous avez réfléchi à la chose. Ce qui est quand même extrêmement curieux aussi, c'est que sur les deux hôtesses, il y en a une, deux vendeuses, il y en a une, je vois très bien qui c'est, l'autre, j'ai jamais vu. Mais c'est un complot de qui? Vous avez bien pensé à quelqu'un des gens qui avaient intérêt à ce que je revienne pas. Mais est-ce que vous avez pas des noms, parce qu'on ne pourra pas les citer, mais est-ce que vous avez des personnes en tête? Non. Honnêtement, non. Non? Non. Il y a bien un moment dans votre tête où vous vous dites, c'est peut-être lui, c'est peut-être elle, Non, je pense que... Il y a un complot, mais vous savez pas de qui ça vient. Non, c'est le propre des complots quand c'est bien fait. Alors, vous avez dit que Pierre, que l'époque n'était plus la même qu'aujourd'hui, qu'on donnait en priorité raison à une femme qui s'exprime. Regarde, Harry Habitant, 2 fois par la justice, il a été acquitté. 2 fois. Oui, mais Pierre, on peut pas comparer les affaires. Non, et d'ailleurs, c'est pour ça que... C'est pas la question de comparer, c'est que lui, quand il va faire ses spectacles, il y a encore des femmes qui vont devant les trucs pour le traiter de violeur. Lui, le mal est fait. Parce que lui, pendant 3 ans, il n'avait plus rien. On a compris que vous disiez qu'il y a un problème avec l'époque. Aujourd'hui, on donne 100% raison aux témoignages de femmes. Alors, vous avez pas l'air d'être si enjoué d'ailleurs par cette situation, parce qu'il y en a beaucoup qui vous diront que aujourd'hui, lorsqu'une femme va porter plainte pour telle ou telle chose, il y a 99% de cas où elle dit la vérité, 1% où elle ment. Donc, ça veut dire que vous êtes plutôt dans le... Écoute, déjà moi, avec mes histoires, je fais péter les statistiques, hein, parce que pour moi, il y en a déjà 3 sur 4 qui ont menti. Voire même les 4 d'ailleurs. Alors, il y a une... J'ai d'ailleurs porté plainte contre Portolano en diffamation depuis. Alors il y a une dame qui est arrivée sur le plateau qui s'appelle Sarah Barouk et qui fait la moue. On va pas se mentir, qui fait la moue depuis qu'on a abordé ce sujet. Elle vous a écouté, elle viendra vous répondre dans quelques secondes et on se posera la question: est-il risqué de draguer en 2025? 82% des Français estiment qu'il n'est plus possible de tenter de séduire au travail. Une femme sur 3 dit avoir déjà repoussé une drague insistante au point d'en avoir peur. Est-il possible de draguer en 2025 et comment Sarah Les 2 chiffres que tu viens de citer, tu te rends compte?
Eh ben, on va en parler avec Sarah Barouk dans un instant. L'écart, c'est terrible ce que tu viens Pierre, de on dire. en parle dans un instant avec Sarah Barouk, qui est activiste, féministe, écrivaine. Elle viendra avec nous. Elle sera sur le plateau de la base pour répondre à Pierre et évoquer cette question. Est-il possible encore de draguer en 2025? À tout de suite. Nous a rejoint sur ce plateau Sarah Barouk. Je suis très contente de la recevoir. Bonjour Sarah. Bonjour. Comment ça va? Ben ça va. Alors comment vous décrire? Parce que activiste, féministe, je sais qu'il y en a parfois qui ont des combats féministes mais qui veulent pas se décrire comme féministes. Donc comment vous vous décrivez? Moi, je suis féministe, mais pas dans une idée de revanche, en fait. Je suis pour faire en sorte que les relations abîment moins les uns et les autres, ou en tout cas, surtout les unes. Mais c'est pas, on n'est pas là pour détruire l'homme, le masculin. Personnellement, en tout cas, c'est pas mon cas. Il y a des statistiques qui sont là. Il y a seulement 6% des victimes de viols et d'agressions sexuelles qui aujourd'hui parviennent à porter plainte parce qu'elles savent que justement, la difficulté, c'est la preuve et c'est de faire aboutir un procès. Que typiquement, oui, il y a pas rarement des preuves en fait. Que l'immense majorité des viols, des agressions, c'est pas comme ce qu'on a pu voir dans certains films, dans un couloir sombre d'une rue. Non, c'est des proches, c'est des gens qu'on connaît, c'est des gens qui ont un ascendant. Donc c'est précisément pour ça que c'est difficile à prouver. Je rappelle que d'ailleurs le thème des violences faites aux femmes est un thème qui vous tient à cœur, où vous battez tous les jours. Vous avez d'ailleurs réalisé un magnifique documentaire diffusé sur Canal+ il y a quelques mois. J'en ai été le sujet, oui. dont vous étiez le sujet. Sont des thèmes évidemment qui vous tiennent à cœur. Vous étiez là pendant l'interview de Pierre Ménès en coulisses. Qu'est-ce que vous en avez pensé de son discours? Il nous disait juste avant la coupure que c'était l'époque. Alors déjà, moi, je tiens à vous dire que je suis désolée de ce que vous avez vécu en termes de santé, et je pense que voilà, c'est encore une fois la preuve qu'on est tous égaux face à la maladie et que et qu'on est de passage sur cette terre. Voilà. Donc moi, ça m'émeut toujours quelqu'un qui est confronté à la possibilité de sa propre mort. Donc ça n'a rien à voir avec le reste, mais je tiens à le préciser. Moi, il y a une phrase que vous avez dite et qui pour moi est assez significative. Vous avez dit, il y avait ma femme, et d'ailleurs, il y en a qu'une seule à qui, à la rigueur, ça n'aurait pas dérangé que je soulève la jupe. C'est ma femme et elle, je peux le faire. Limite, c'est ma femme, je peux lui soulever la jupe. Je dis pas que c'est pas possible. Je dis juste qu'en fait, la question peut-être qui vous est reprochée, c'est cette idée qu'il y a des femmes un peu objectivées. En tout cas, ça a été le cas pendant des années. Est-ce que je sais pas ce qui s'est passé? J'étais pas là quand vous avez soulevé, pas soulevé des jupes, touché, pas touché des seins. Bon, moi, je pense qu'on peut s'en souvenir, mais admettons, vous vous en souvenez pas. Non. Admettons pas. Je ne m'en souviens pas. Ça, je ne supporte pas qu'on dise admettons. S'il n'y a pas de admettons. Si je vous dis que à ce moment-là, j'étais trop malade, moi je peux vous retrouver une photo de moi le soir de cette émission, j'ai le masque de la mort sur moi. Non, mais je donc c'est pas il ça n'est pas question de admettons. Je ne m'en souviens pas. Vous ne vous en souvenez pas très voilà. bien. Quoi qu'il en soit, vous aviez par rapport à ces personnes un rôle. Alors c'est pas un reproche quand je dis ça, mais dominant, dans la mesure, je dis pas que vous vouliez les dominer, je dis juste que lorsque vous arrivez, que vous êtes en position de réussite, que vous êtes effectivement, vous l'avez dit vous-même, au top dans une émission, forcément, les personnes autour de vous, elles craignent de réagir. C'est pas la même chose. En fait, la violence, ça commence toujours par une relation de domination. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Oui, j'étais au top. Oui, j'étais dominant. De toute façon, j'étais dominant forcément par rapport à Marie dans cette émission, puisque j'étais infiniment plus compétent qu'elle en football. Moi, je suis pas spécialiste du football, mais elle était là, mais elle se confiait beaucoup à moi. Et ce qui est extraordinaire, je sais pas ça, c'est que même après l'incident de la jupe, elle a continué à m'envoyer des SMS que j'ai évidemment produits à la justice, faut pas déconner non plus. Et tu me manques, quand est-ce que tu reviens? Et est-ce que tu crois que je vais être reconduite l'année prochaine? Vous lui en voulez à Marie Portolano? Ah bah oui, elle a niqué ma vie, évidemment que je lui en veux, oui.
Alors, je pense que vous Elle a pouvez niqué pas ma- dire, elle a vous pouvez niqué- pas dire d'un côté que c'est elle la responsable de tout et de l'autre côté il y a un complot et que tout le monde vous détestait et donc que c'est pour ça. En fait, je pense que c'est une Alors, constellation déjà, je de dis ce que je veux pour commencer. Et puis je suis désolé. Hein. Elle a fait son buzz. Elle a fait le buzz de sa carrière avec cette histoire. Bah, elle est au début de sa carrière, donc elle n'a pas fini sa carrière, elle en fera sûrement d'autres. Vous pensez qu'elle a fait exprès, Marie Portolano, de parler de ça pour faire décoller sa carrière? Ah oui. Ah oui, je pense. Oui. Vous comprenez que Alors, je pense- ça puisse choquer de tenir ce discours-là, parce que Marie Portolano, comme une femme compétente... Faut savoir que l'extrait n'a pas été diffusé. Hein. Que quand Canal+ voit ça, ils disent mais attendez, on va pas torpiller une figure de l'antenne dans un documentaire de la chaîne. Donc c'est pas diffusé. Et c'est le site Les Jours qui diffuse dès le lendemain les extraits. Comment ils les ont eus? Moi, je voudrais bien revenir quand même, parce que Oui, non, mais vous ce dites serait bien Marie qu'on ne Portolano noie a pas les niqué ma choses. carrière. Bah oui. Bah Ah non, oui. je pense que vous l'avez niqué tout seul, en fait. Non. Mais non, si, non. là, Non, on va vous pas- êtes on va- en train on va de pas- On dire... va pas être copains du tout, là. Ouais, parce que elle m'a dit que je vais soulever sa jupe. Je suis désolé. 8 ans après, on cherche toujours un témoin de ça. Et qu'elle m'avait giflé derrière. 8 ans après, on cherche un témoin du soulevage de jupe et de la gifle alors qu'il y avait les caméras qui tournaient. D'accord. Et en plus, 4 ans après, pour m'en remettre un coup, elle sort un bouquin. Mais ce qu'elle raconte à l'intérieur, c'est pas tant l'histoire de la jupe, c'est le système qu'il y a autour. C'est ce système, justement, où on n'a pas de droit de réponse. Regardez ce qui se passe avec moi. Je vous dis, la violence, c'est l'asymétrie des relations. Oui, non, mais C'est, et vous me dites, Je vais pas qu'est-ce vous que laisser vous voulez? dire n'importe quoi pour Vous le pouvez me plaisir non laisser plus. terminer? Vous pouvez laisser répondre ça. Vous pouvez me laisser terminer. Je vous dis, et je suis pas du tout agressive vis-à-vis de vous, je vous dis, la violence, telle qu'elle se perpétue, c'est une question d'asymétrie dans les relations. Et vous me dites vous-même, oui, j'étais dominant, qu'est-ce que je pouvais y faire? Ben oui, il y a plein de choses à faire. Justement, quand on sait qu'on est en position de domination, vous l'avez dit vous-même, j'étais entourée de bonnes femmes ou de nanas, je sais plus quel est le terme que vous avez, je ne sais pas comment a été organisée la production de cette émission pour que vous soyez le seul homme au milieu de femmes. Je ne sais pas quelle était l'image que vous aviez. Mais qu'est-ce que vous répondez C'est moi qui ai eu l'idée, c'est moi qui ai organisé un casting avec 15 femmes. Pourquoi vous vouliez être entourée de femmes? Parce que je trouvais que c'était un concept original de faire une émission de foot avec que des femmes. Tout mais simplement. Pourquoi? Parce que, regardez, vous dites... Ça, c'est une bonne idée. Je Vouloir dis- s'entourer que de Oui, non, mais, femmes. Dans un milieu où on sait que les femmes ont eu du mal pendant des années Je à vous s'affirmer rassure, ça n'a pas marché dans le journalisme sportif. Du tout. Donc, pourquoi, à votre avis? Parce que il y a, dans le sport, en tout cas, une forme de sexisme. Sarah, est-ce que vous comprenez- Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? J'ai essayé au moins, moi. J'ai essayé. Je ne sais pas si vous avez essayé de valoriser le point de vue féminin Vous dans en le avez football. vu une ou pas d'émission? C'est pour ça que je dis je ne sais pas. Ah Tout bah, ce que si je vous sais, savez c'est pas, que... le dites pas alors, mais enfin c'est incroyable ça. Il y a du C'est quand même sexisme le dans le droit foot, de dire- mais dans vous vous le rendez journalisme compte sportif, Pierre? Ah oui. Ah bah oui. Est-ce que vous en avez fait Mais partie? il y a non. Ah non, moi j'ai travaillé toute ma carrière avec des femmes. J'ai travaillé avec Frédéric Galamet à l'équipe. Estelle Denis. Estelle Denis, Isabelle Moreau, Astrid Barr, Nathalie Yanetta. Oui, mais de travailler avec des femmes ne veut pas dire que vous Mais n'avez il y pas... en avait dans le tas qui étaient très compétentes. Hein. Oui. Je veux te dire que. Mais vous avez dit tout à l'heure que Marie Portolano, elle était pas si compétente que ça au final, Non. et qu'elle avait niqué Non. votre carrière pour pouvoir, elle, se mettre en avant Non, je dis qu'elle n'était pas très compétente en foot. en foot. En foot. Le reste, c'est une animatrice. Mais Sarah, est-ce que vous comprenez ce qu'il dit Pierre une certaine injustice qu'il sent auprès de Marie Portolano, qui était une journaliste sportive dont il était proche, et qui du jour au lendemain, avec cet extrait-là, lui a tout perdu derrière. Est-ce que vous comprenez, est-ce que on peut se mettre à la place de Pierre Ménès et se dire oui, on comprend l'injustice, ou non, en fait, son témoignage quand elle lui dit voilà, est-ce que tu te souviens que tu m'as soulevé la jupe, Pierre, c'est définitivement une honte, et que il faut plutôt se mettre à la place de Marie Portolano que de Pierre Ménès. Alors déjà, évidemment que quand on se sent accusé à tort, il y a de quoi être en colère, et ça je l'entends, et c'est extrêmement dur les affaires d'agression sexuelle, parce que la notion de consentement
n'est pas toujours ressenti de la même manière. Qu'effectivement, parfois, lorsque on se retrouve dans une situation où on ne sait pas comment réagir, où on ne sait pas comment se positionner, c'est difficile de dire non ou de faire comprendre non. Et que du coup, je comprends aussi que quelqu'un à qui on ne dit pas non ou auprès de qui on n'est pas ferme, se dise on ne m'a jamais dit non. Vous parlez de rien là, parce que moi, mais pourquoi vous me parlez comme ça? Non, mais vous vous rendez compte de comment vous parlez? Je me souviens. Non, mais bon. Non, mais vous me dites, je dis ce que je veux. Vous êtes en train de me faire un cours depuis que vous êtes assise, donc ça va. Je vous fais un cours. Le truc, c'est que encore une fois, je dis que je ne me souviens de rien dans cette émission, de rien. Et ça m'a été grandement reproché de dire, oui, c'est commode, tu te souviens de rien, t'étais trop malade. Allez hop, affaire suivante. Mais et c'est une excuse, sa santé, le fait qu'il se souvienne de rien? Je suis désolé. C'est absolument pas une excuse. Je suis désolé, c'est la réalité. Sauf que moi, je constate, avec mon avocat, enfin mes avocats, puisque j'ai changé d'avocat depuis, avec mes avocats, on constate que 8 ans après, on cherche toujours le début du commencement d'une preuve que j'aurais soulevé cette jupe, alors que nous étions sur le plateau. Vous vous focalisez sur le sommet de l'iceberg, sur cette histoire de jupe qui en vous fait êtes gentil, n'est pas que ça. C'est ça qui m'a tué. Non, c'est pas vrai. C'est pas ça qui vous a tué. C'est ce que vous êtes et c'est votre comportement qui vous a tué. C'est exactement ce que tout le monde vous reproche. Encore une fois, la justice, c'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves qu'il n'y a pas de faits. C'est pas parce que quelqu'un perd un procès qu'elle n'a pas eu raison d'y aller. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi à trouver la preuve matérielle qu'il n'y a pas de quoi se remettre en question par rapport à un comportement. Vous voyez, en fait, quelqu'un qui a envie de se remettre en question, il dit pardon si j'ai fait ça. Je m'en souviens pas, mais pardon si c'est le cas. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, Pierre Ménès, pardon si j'ai fait ça? Je m'en souviens pas. Mais je l'ai dit. J'ai dit, si je l'ai fait, je m'en excuse, parce que c'est pas moi. Mais si vous dites c'est pas moi à la fin, vous dites pas pardon. Vous dites. Non, c'est pas moi, c'est pas mon mode de fonctionnement. J'ai quand même le droit de le dire, ça. C'est quoi votre mode de fonctionnement? Parce que même moi, regardez, je parle avec vous plutôt gentiment. En 2 secondes, vous m'avez dit, je dis ce que je veux. Vous me faites la morale, vous me faites la leçon. Tout ça en régulièrement vous grattant les parties. Je comprends pas, en fait. C'est ça qui vous est reproché. C'est pas le fait d'avoir ou pas soulevé une jupe. Si je comprends bien, vous trouvez que finalement, tout ce qui m'est arrivé, c'est normal. Moi, je ne sais pas ce que c'est que la normalité, en réalité. C'est tellement commode. C'est tellement commode. On s'en sort par une pirouette comme ça. Ah, parce que c'est pas votre spécialité, vous, les pirouettes? Non, c'est pas ma spécialité. Ah, surtout dans cette histoire, c'est pas ma spécialité. Moi, ça fait 4 ans que je suis un paria, 4 ans que je suis un pestiféré, 4 ans que mon téléphone ne sonne plus, 4 ans que je n'ai plus aucun contact avec les gens qui me ciraient les pompes avant. Et vous croyez vraiment que c'est parce qu'une femme a dit que vous lui aviez soulevé la jupe? Vous croyez vraiment que les gens s'arrêtent à ça, qu'ils utilisent ça comme prétexte? Peut-être. Mais c'est qu'il y avait autre chose avant. a niqué ma carrière. Mais enfin, c'est ridicule. Je suis ridicule. C'est ce que je vous dis. Je suis ridicule, voilà. Mais enfin, je suis ridicule, je ne me remets pas en question, je ne me prosterne pas aux pieds de la gente féminine. Non, mais on peut pas nier que c'est cet élément-là qui a enclenché tout un... Que ça ait arrangé des personnes qui ne voulaient plus travailler avec lui et qu'elles se soient arrêtées là-dessus. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Parce que s'il n'y avait pas cet extrait Canal+, et encore une fois, on ne dit pas que Marie Portelano a raison ou tort, pas du tout, personne proposition, en tout cas pas moi, mais c'est vrai que c'est cet épisode qui a déclenché sa mise à l'écart de Canal+, du jeu FIFA, etc. Et donc sa perte de revenus et sa perte de notoriété, de visibilité. Je dois quand même dire que quand Canal a dit on arrête, j'ai été indemnisé pour préjudice moral. Donc, je pense qu'il y avait déjà eu une enquête interne qui avait été diligentée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi le fait qu'elle ait continué à vous écrire, comme vous dites, qu'il y a eu des SMS, etc., c'est disqualifiant. Vous savez que la plupart des victimes de violences conjugales, par exemple, elles mettent entre 7 et 10 ans avant de commencer à réellement se rendre compte qu'il y a un problème. Mais vous pouvez pas. Vous pouvez pas ramener ça à une violence conjugale. Mais je suis pas en train de dire que ce que vous faites, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que le phénomène de continuer... Mais pourquoi vous laissez pas parler les gens? Vous n'essayez même pas de comprendre. Ça me gave. Et là, je suis en train de... Elle me gave. Et franchement, je regrette d'avoir accepté ce débat parce que, encore une fois, on me fait passer pour le sale bonhomme. Mais pas du tout. Mais si. Est-ce que c'est un sale bonhomme, Sarah? Parce qu'il a l'impression que, voilà, dans la manière dont... Quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne m'a jamais vu à l'antenne, qui n'a jamais vu mes rapports avec je vous ai déjà vu à l'antenne, si. Et alors, vous étiez choqué?
Choquée de quoi? Oui, non, choquée de quoi? Je suis pas choquée, moi, de quelqu'un qui fait des vannes. Je suis, effectivement, je trouve ça rigolo derrière la télé. Je pense que au quotidien, quand on travaille avec vous, ça devait pas être forcément très agréable quand on sentait qu'on n'avait pas forcément la possibilité de répondre. Est-ce que ça, vous pouvez l'entendre? Mais pourquoi elle répondait pas? Moi, j'ai toujours laissé tout le monde me répondre. Mais non, la preuve, moi, vous me connaissez pas, vous êtes là systématiquement en train de me discréditer, parce que vous de dire. Perpétuellement. Je vais pas me laisser faire non plus. Non, mais le but c'est pas de s'invectiver personnellement. Surtout que la question de base c'était est-il possible encore de draguer en 2025 sans avoir de problème? Sarah, non. Hein. Une petite question, Pierre. Comment on réagit d'ailleurs les femmes de votre entourage lorsque les affaires sont sorties, votre maman ou Mélissa, votre femme? Je pense que Mélissa, il faudrait pas que Portolano lui tombe dans les pattes. Franchement. Quand il y a eu l'histoire de l'hôtesse au Parc des Princes, je lui ai dit, je pense que l'étape suivante, c'est une nana qui m'accusera de lui avoir mis la main dans le string à une soirée où j'étais pas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que cette accumulation d'accusations finalement très groupées, sans fondement, en tout cas toutes celles qui m'ont valu le procès, sans fondement, parce qu'encore une fois, j'ai pris 2 mois avec sursis. Franchement, un garçon dans une soirée vous prend et vous enlace les mains comme ça, vous vous sentez agressé sexuellement. Non, moi je veux savoir comment elles ont réagi. Non, donc, mais c'est pas à toi qui pose la question. Moi je vous pose la question, Pierre. Donc votre femme était plutôt énervée et votre maman. Je voudrais savoir moi comment ont réagi les femmes de votre entourage. Ma mère, elle était au fond du trou. Comme une mère, hein. Je pense pas que ce soit l'avis le plus représentatif dans ce genre de. Mais elles étaient toutes les deux à vos côtés. Ah, complètement, totalement. Elles vous ont soutenu tout le temps. Tout le temps. Et si vous aviez un message à dire à votre femme aujourd'hui ou à votre maman qui n'est plus là, ce serait quoi? Ma femme, c'est merci. Hein. C'est merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi depuis qu'on est ensemble. Ça fait 14 ans. Merci d'être toujours à mes côtés, merci de m'avoir porté à bout de bras, et c'est même pas une expression, quand j'étais malade, merci de m'avoir soutenu dans mes emmerdements, et merci d'être encore là. Quoi. Et votre maman? Ma mère, c'était une juive pied noir qui avait pas l'air d'une juive pied noir. Son père était juif, il avait épousé une goye dans les années 20, ce qui démontrait déjà un certain sens de l'humour à l'époque. Et ma mère avait ce côté excessif, incroyable. C'est-à-dire que moins c'était grave, plus c'était grave avec ma mère. Elle était capable de te faire une map-monde pour un truc qui n'avait aucune importance, et c'était un rock dans les moments difficiles. Quand j'ai été malade, elle était là tous les jours, à mes côtés, tous les jours. Si vous deviez lui dire un mot aujourd'hui? Qu'elle me manque. Ça fait 2 ans qu'elle est partie. Ma mère, tous les jours à 10h du matin, m'envoyait 4 cœurs. Tous les jours. Et un dimanche, je ne reçois pas les cœurs. Et au même moment, sa meilleure amie m'appelle en disant « Ta mère ne répond pas ». Et moi, je ne pouvais pas aller voir, parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais été amputé de 3 orteils. Et vous avez compris? J'avais mon pansement. Et c'est Mélissa qui a été, et c'est Mélissa qui l'a trouvé endormie définitivement dans son lit. Elle est morte comme elle l'a toujours rêvé, hein. 85 ans dans son sommeil, infarctus, pof. Mais bon, ma mère, elle était partie pour être centenaire. Hein. Elle faisait 10 km par jour. Et donc, incroyable. Mélissa, votre femme ou votre maman, vous ont soutenu globalement pendant cette période? Ben oui. Ça veut dire quoi, soutenu? C'est vous donner de l'affection et c'est oui. Quoi? C'est dire... Oui. Puis elle était très en colère, Mélissa, après Portolano. Très en colère, parce qu'elle la connaissait, parce qu'elle l'avait vue à de nombreuses reprises avec moi. On l'avait invitée à des soirées. Et il y a une forme elle a ressenti une forme de trahison. Moi, encore une fois, je suis pas avocate, je suis pas juge, je vous trouve plutôt, derrière la télé, je vous trouve plutôt rigolo. C'est pas la question en fait. Ce que je trouve dommage, c'est de ne pas se remettre en question, c'est d'être sur la défensive, c'est de ne pas essayer de comprendre qu'il peut y avoir différents ressentis dans une même situation. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Pierre, le fait que vous ne vous remettiez pas en question? Mais remettre en question de quoi? D'avoir soulevé la jupe de Marie? Non, mais d'avoir toutes ces femmes qui vous ont accusé à un moment, soit d'attouchement, soit de réflexion, soit de bisous forcés.
Est-ce qu'à un moment, vous avez fait cette étape de remise en question ou pas du tout? Vous dites, j'ai rien à me reprocher. Je vais vous décevoir, mais pas tant que ça, quoi. Parce que moi, j'ai toujours trouvé que j'étais plutôt quelqu'un de sympa. Je sais pas, je vous pose la question. Et on a trouvé quelques femmes par-ci, par-là, mais on n'a pas trouvé les dizaines de femmes avec qui j'ai travaillé pendant de longues années et qui s'entendaient à merveille avec moi. Et avec qui, par exemple, il y a la maquilleuse du Canal Football Club. Alors elle, pour le coup, elle aurait pu... Elle, je lui ai dit pique-pendre. Mais on avait le même humour. Et elle, pour le coup, elle me répondait. C'est quoi le problème aujourd'hui, en fait, en 2025 et après, il y aura le dessus qui foutu base très rapidement, mais on arrive à la fin de cette émission. Moi, je veux savoir, c'est quoi le problème? C'est l'époque, c'est qu'on peut plus draguer comme avant, c'est qu'on peut plus faire des vannes de beauf. C'est quoi le souci aujourd'hui, en fait? Que ce soit avec Pierre ou les autres, d'ailleurs. Déjà, moi, je représente pas la jante féminine. Non, mais je vous invite pour avoir votre regard. Alors, à titre personnel, j'ai aucun problème avec la drague, j'ai aucun problème avec l'humour. J'ai même commencé ma carrière d'écriture en faisant des blagues, en écrivant des blagues pour la télévision et la radio. D'accord, mais des blagues de beauf en dessous de la ceinture, tout ça, est-ce qu'on peut les faire encore aujourd'hui? La question, c'est est-ce que j'ai possibilité de répondre? Est-ce que si je réponds à une situation où je ne suis pas à l'aise, ça va avoir des conséquences sur ma vie? Et je pense que la problématique est là, dans ce que vous avez vécu. C'est que des chroniqueuses qui travaillaient pour vous, qui étaient finalement sous votre gouverne, n'avaient pas la possibilité de répondre lorsqu'elles étaient mal à l'aise. Que là, par exemple, vous m'envoyez bouler, j'ai pas forcément la même carrière que vous, j'ai pas le même âge que vous, j'ai pas, je peux pas forcément. Alors, je me donne le droit de vous répondre, mais il y a peut-être quelques années, je me serais pas autorisée. Et je pense que c'est très important de se dire, d'en avoir conscience et de considérer les gens par rapport à ça. Et c'est peut-être la seule chose que cette époque essaye de véhiculer, c'est prenez conscience de ce que vous représentez auprès des autres. C'est vrai envers les femmes, c'est vrai envers d'autres hommes. C'est faux en fait de dire on peut plus rien faire, etc. On essaie d'être dans une époque où on... Vous dites c'est faux, Sarah Barouk. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou pour vous on peut plus rien faire? J'ai quand même vu le paysage de la télé changer, hein. Maintenant, il n'y a pas. Alors, c'est pas très politiquement correct. Mais donc vous êtes d'accord avec le on peut plus rien faire, on peut plus rien dire? Ah oui, complètement. Oh bah oui, en permanence. Je veux dire, aujourd'hui, le débat, c'est est-ce que quand t'es pour la clim, t'es l'extrême droite? Sans déconner. Sans déconner, on ne peut plus rien dire, mais c'est même pas, là je parle même pas des rapports hommes-femmes. Moi je vous parle des rapports hommes-femmes. On ne peut plus rien dire sur rien, donc si on ne peut plus rien dire sur rien, on peut plus rien dire non plus dans les rapports hors-femmes. Je veux dire, depuis quelques années, il y a des femmes partout maintenant dans le sport. C'est une bonne chose. Ouais, quand elles sont compétentes. Enfin, c'est pareil pour les hommes quand ils sont compétents. C'est pareil pour les hommes quand ils sont compétents. Oui. Par contre, il y a quelque chose... Toutes les femmes qui parlent de sport à la télé, elles sont toutes jolies. C'est subjectif. Peut-être que vous trouvez certaines journalistes sportives c'est exactement ce qu'on appelle le syndrome de la potiche dans le rapport du Haut Conseil à l'égalité. Et c'est bien pour ça qu'on ne laisse pas finalement aux femmes la possibilité de s'exprimer sur des questions d'expertes. En fait, les femmes sont jamais, ou rarement, il y a une progression, les femmes sont plus présentes à l'écran. Et qu'est-ce que vous répondez au on peut plus rien faire, on peut plus rien dire? Non, mais ça, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, on est là en train de faire et dire, il y a tous les jours des débats. Oui, mais on peut plus faire les mêmes blagues aujourd'hui. On peut plus, effectivement, on essaie de faire prendre conscience. Il y a des choses qui choquaient pas du tout il y a 20 ans. Patrick Sébastien est en train de faire un carton avec la bite à Dudule ou je sais plus quoi. La quéquette à Raoul. Je suis pas très Patrick Sébastien. Mais c'est ça aussi qui est le comment dirais-je le... Moi, non, mais c'est vrai qu'il y a des comportements il y a 20 ans qui ne choquaient pas. Ça m'est pas beau. Il a cité tout à l'heure l'extrait de Rocco Siffredi avec Cécile de Minibus. C'est vrai qu'il y a 20-25 ans, ça aurait pas du tout fait la même polémique que ça aurait fait aussi la séquence avait eu lieu hier. J'entends que c'est plus choqué, mais qu'à l'époque, il y a plein de gens qui n'aient pas voulu l'entendre. Et aujourd'hui, il y a davantage effectivement, d'échanges. On écoute davantage. Moi, quand j'embrasse Marie Portolano, quand j'embrasse... Bon, bah voilà, ça y est. Quand j'embrasse Isabelle Moreau, pour la 100e de l'émission, on lui offre un bouquet de fleurs. Mais personne ne me dit rien
Personne me dit c'est bien, c'est pas bien. Aujourd'hui, on pourrait plus le faire. C'est vrai, aujourd'hui, ça fait une énorme polémique et sur les réseaux, ça passe comme une lettre à la poste. Mais c'est passé comme une lettre à la poste sur les réseaux parce que ça tournait en boucle sur YouTube. Mais je sais pas si sur le coup, même encore aujourd'hui, vous faites ça là, si sur le coup les gens réagissent. C'est le principe même en fait d'un choc, c'est l'effet de sidération, c'est que personne ne réagit tout de suite. C'est après coup on se dit, mais là quand même il a déconné d'avoir fait ça. J'ai le souvenir d'une émission de TPMP où ils se sont tous embrassés sur la bouche toute la soirée. En fait, ça a eu des conséquences, ce genre d'émission. C'est sûr qu'il y a des séquences aujourd'hui, que ce soit dans TPMP ou dans d'autres émissions, qu'on ne pourrait pas refaire. Ça, c'est certain. Voilà. Et en fait, c'est certain, mais est-ce que c'est pour le bien de la société, pour éviter, ou pour le mal? Ça, après, c'est subjectif. Vous dites que l'époque est catastrophique. Dans un monde où la moitié des jeunes filles vivent un premier rapport non consenti, c'est important de parler de ces questions. Non, mais je sais, apparemment, vous vous en fichez, mais... Non, c'est pas que je m'en fiche, c'est que je suis pas concerné, moi. Je suis pas concerné par ça. Alors justement, si vous pensez ne pas être concerné de manière directe, nourrissez le fait que c'est important d'en parler et que effectivement vous avez pu avoir des comportements. Vous n'avez pas besoin de moi pour en parler de ça. Vous avez incarné en fait un monde extrêmement sexiste. Voilà, le monde du football, c'est un monde extrêmement sexiste. Le monde du football. Donc vous l'avez, comme vous l'avez dit, désolé, le monde du football, jusqu'à preuve du contraire, il y a que des mecs qui jouent. Hein. Non, en fait, justement, il y a des femmes qui jouent, mais ça, tout le monde s'en fiche, justement parce que c'est sexiste. Il faudrait peut-être se demander pourquoi tout le monde s'en fiche. Parce que vous parlez à quelqu'un qui a débuté en faisant 2 finales de foot féminin. Peut-être qu'il y a un peu moins de moyens pour développer le foot féminin. J'avais beaucoup. Mais pourquoi il y a moins de moyens? Oui, mais bon, c'est quand même en phase de progression. Non. Et je suis sûr que d'ici quelques années. Non, en France, aujourd'hui, les coupes, les matchs de foot féminin sont sur les grandes chaînes, ce qui n'arrivait jamais avant. Oui, et vous avez fait partie d'un... En fait, le monde du sport, en réalité, c'est un monde très masculin. Hein. Je dis rien d'extraordinaire en disant ça, mais le problème, c'est que ça a des répercussions. Vous savez quel est l'impact, en fait, des matchs de foot dans les couples? Quand l'équipe que le mari soutient perd, il y a une augmentation de 38% des violences conjugales les soirs de match. Quand on a fait partie d'un milieu qui génère autant de sexisme et de violence, c'est important. Je dis pas que Pierre n'est pas responsable de ça. Je dis pas du tout ça. Faut supprimer le foot alors? Non, je dis pas du tout ça. Je dis juste. Moi, ma femme, elle regarde. Ma femme, le seul match de foot qu'elle a regardé avec moi, c'est la deuxième mi-temps de la finale de la Coupe du Monde. Mais je dis pas que vous êtes responsable de ça. Vous n'êtes pas chez les gens, chez les millions de personnes qui vivent des violences. Je dis juste que dans la manière dont on doit évoquer ce sujet, dans la manière dont on doit partager le plateau, montrer que la société, elle est paritaire, etc. Vous avez une responsabilité. C'est tout ce que je dis. Et moi, la seule responsabilité que j'ai eue, c'est de faire une émission avec que des femmes. Et ça n'a pas marché. À mon grand désespoir, ça n'a pas marché. Bon, on les mettra pas d'accord là-dessus. Non, mais c'est vrai que la société évolue. C'est quand même important. Oui, bien sûr. C'est à cause de cette émission que je me suis rendu à l'interview de Portolano. Parce que je me disais, elle va me parler de ça. Non, elle voulait juste me dire que je vais soulever ça. Je trouverais ça très intéressant de faire une petite analyse de votre comportement dans cette émission. Mais ça, on le fera peut-être dans une autre... Bon, visiblement... écoutez, regardez-la, et puis vous m'en reparlerez. Voilà. Bon, n'hésitez pas à donner votre avis aussi sur les réseaux sociaux. En 30 secondes, on finit vite avec le tu kiffes ou tu bases. Je vous donne des noms de personnalités, vous me dites si vous aimez ou si vous basez très rapidement parce qu'on est très en retard. Daniel Riolo. Je kiffe. Marie Portolano. Je base. Parce qu'elle a niqué votre carrière. Oui. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein. Je le confirme. Patrice Evra, avec qui vous êtes clashé. Je base. Pourquoi? En une phrase? Parce que c'est un sale type. Pourquoi c'est un sale type? Parce que c'est un sale type, c'est un menteur, un mec qui insulte les gens. Et moi, il m'a insulté sur Téléfoot. C'est les gens de Téléfoot qui m'avaient prévenu en me disant on a coupé ce qu'il a dit en grande partie parce que sinon c'était procès. Estelle Denis. Elle était témoin à mon mariage, donc je kiffe. Hervé Matou. Je base. Pourquoi? Parce qu'il m'a laissé tomber. Pendant l'affaire Marie Portolano. Pas pendant ma maladie. Pendant ma maladie, il a été extraordinaire. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre le revirement. Cyril Hanouna. Je kiffe. Je trouve que... Moi, je connais le Cyril hors antenne. C'est un mec qui a du cœur. Marc-Olivier Fogiel. Je base. Pourquoi? Parce qu'il m'avait embauché dans son émission et j'en ai fait 6. Et à la 6e, je lui ai dit je m'en vais parce que je vais t'emplâtrer. Donc ça passait pas. Pascal Pro. Je kiffe. Passionné de foot. Je kiffe. Un ami. On se croise très souvent à la boule.
Et parce que vous êtes un pro de foot, Mbappé au Real, tu kiffes ou tu bases? Moi, je suis pas très Real. Je suis très Mbappé, mais je suis pas très Real. J'aime pas ce club, j'aime pas son comportement. Il a bien fait d'y aller? C'est le rêve de sa vie, donc à partir du moment où il a réalisé le rêve de sa vie, oui. Merci Pierre d'avoir été avec nous, merci Sarah Barouk d'avoir été avec nous. On rappelle féministe, activiste, qui a à cœur des thèmes pour lesquels il faut se battre, notamment les violences faites aux femmes. Voilà, Sarah qui a un parcours exceptionnel, d'ailleurs un documentaire que je vous recommande. D'ailleurs, est-ce qu'il est disponible encore? Toujours sur MyCanal. Toujours disponible sur MyCanal. Sarah Barouk, merci. Voilà, Pierre, ça vous fera une petite soirée la culture générale. Pour la culture générale. Peut-être que vous allez réfléchir. Et peut-être que vous allez réfléchir. Au Pierre, visiblement... les vannes, vous les prenez pas quand elles viennent de l'extérieur, hein. Il y a que vous qui pouvez. C'est pas une vanne. Ah bon, d'accord. Bon, on les mettra pas d'accord. J'ai bien compris le fond de ta pensée à mon égard. Bon, le but c'est pas l'attention, c'était de poser les questions de base, hein, c'est le principe de la base, les questions que tout le monde se pose sur Pierre. On est revenu sur sa carrière, mais également sur les ennuis qu'il a connus. Merci beaucoup Pierre d'avoir été mon invité. On rappelle très très grand consultant, journaliste sportif pendant des années à Canal+, et Sarah qui est venue donc débattre avec Pierre. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités pour la base. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, faites tout ce que vous voulez, donner votre avis, ça nous est précieux. Merci beaucoup et à très vite dans la base.